All rise, fearfully. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. Lord Zion, the Tribunal Panel International for ex-Yugoslavia at 28. Please be seated. Good morning too. Le Président, bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur de ce prétoire. Madame la greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie. La greffière d'audience, bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 0992, PT, le procureur contre Ratko Mladic. Le Président, je vous remercie. Je vois que la composition des équipes n'est pas exactement la même qu'hier. Donc, Monsieur McCloskey, est-ce que vous pourriez, je vous prie, présenter les membres de votre équipe pour l'accusation? Monsieur McCloskey, oui, tout à fait, Monsieur le Président, et bonjour à vous, bonjour à messieurs les juges. J'ai à mes côtés Monsieur Dermot Groom, Monsieur Van der Pooy, Camille Beebles, ainsi que Madame Jeannette Stewart. Le Président, Maître Lukic, je vois que, en revanche, votre équipe est exactement la même qu'hier. Maître Lukic. Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les juges, Maître Branko Lukic pour la défense, accompagné de Maître Miodrag Stojanovic, de Miloš Šalić et de Monsieur Radovan Đurđević. Le Président, je vous remercie. Monsieur McCloskey, c'est vous qui poursuivez la déclaration liminaire, donc je vous en prie, si vous êtes prêt. Monsieur McCloskey, je vous remercie. L'expulsion et les meurtres et assassinats de la population non serbe de Bosnie qui vous ont été décrits hier par M. Groom ne s'est pas arrêté en 1993 ou en 1994. Sur une période de 5 jours seulement, entre le 12 et le 16 juillet 1995, les forces armées de Radovan Karadzic et Ratko Mladic ont expulsé la population civile de Srebrenica et ont tué plus de 7000 hommes et garçons de Srebrenica. Les meurtres se sont poursuivis bien après le 16 juillet. Du 17 juillet, et ce, pendant l'automne de l'année 1995, la VRS a continué à capturer et tuer les musulmans de Srebrenica alors qu'ils essayaient vainement de retrouver leur chemin à travers les bois de la Bosnie orientale. Le 1er novembre de cette année, la VRS avait éliminé la population musulmane de Srebrenica et l'avait expulsée de la Bosnie orientale, alors que les femmes, enfants et vieillards qui survivaient ou vivotaient à peine péniblement dans les camps de réfugiés étaient laissés complètement anéantis en proie à un désespoir quasi absolu sans leur père, frère, mari, fils et grand-père. C'était un génocide et cela restera un génocide. Vous allez petit à petit assimiler les éléments de preuve relatifs à ce crime et je suis absolument sûre que vous parviendrez à la même conclusion. Aujourd'hui, le 17 mai 2012, après quelques 17 années d'enquête, les éléments de preuve relatifs à ce crime sont absolument accablants et irréfutables. En 2 mots, sur plus de 7000 garçons et hommes assassinés, les corps de 5977 ont été exhumés dans des charniers liés à Srebrenica. La plupart d'ailleurs de ces personnes ont été identifiées grâce aux analyses ADN. Vous verrez 11 hommes absolument étonnants qui, tant bien que mal, ont réussi à s'extraire du carnage et à se frayer un chemin jusqu'à un lieu sûr. Grâce à leur aide et grâce à l'imagerie aérienne, nous avons trouvé la grande majorité des charniers de Srebrenica et nous les avons exhumés. Nous avons perquisitionné les commandements de la VRS et nous y avons trouvé les registres relatifs aux véhicules, les dossiers d'excavation qui
indiqué la date, le lieu, le nom du véhicule et de l'opérateur qui ont travaillé sur de nombreux sites où se trouvaient ces charniers. Nous avons également les opérateurs de ces machines qui ont creusé les charniers et enterré les victimes. Nous avons certains des soldats qui ont véritablement exécuté les victimes, ainsi que les officiers qui supervisaient ces exécutions, tout comme les documents et les dossiers où figurait le nom des prisonniers musulmans et leur sort. Nous avons des conversations radio interceptées de soldats et d'officiers de la VRS qui parlaient de ces meurtres. Nous avons également la vidéo ou les extraits vidéo de 2 de ces exécutions. Donc que tout soit bien clair. Le crime ne sera pas la priorité essentielle de l'accusation. Cette affaire porte essentiellement sur un élément, la responsabilité pénale individuelle d'un homme, le commandant Ratko Mladic. Mais il est évident que Mladic n'a pas commis ces crimes en faisant cavalier seul. En juillet 1995, Mladic s'en remettait ou s'en est remis à quelques officiers de l'état-major général qui lui ont fourni les conseils, les expertises et l'encadrement nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre l'expulsion de Srebrenica et le génocide. Pour que le travail soit accompli, Mladic a pu compter sur les généraux Tolimir, Gvero et Miletic. Certes, il y avait d'autres généraux au sein de l'état-major général, mais ces 3 généraux étaient présents et étaient impliqués et de surcroît étaient des collaborateurs proches de Mladic. Ils savaient à quel point il était atroce de forcer une population à quitter sa patrie, combien il était atroce d'assassiner, et pourtant ils ont joué leur rôle jusqu'au bout. À Srebrenica, le général Mladic et son état-major général ont compté sur les généraux Ivanovic et Krstić, commandant et commandant adjoint du corps de la Drina, pour qu'ils expulsent et assassinent les musulmans de Srebrenica. Et à leur tour, l'état-major général et le général Krstić ont fait appel au commandant de brigade du corps de la Drina, le colonel Pandorevic, le commandant Obrenovic, le colonel Blagojevic et le commandant adjoint de la police spéciale M. Borov-Tchanin, ainsi que d'autres commandants pour faire subir une défaite aux forces musulmanes, expulser la population musulmane et assassiner les hommes en âge de porter les armes de Srebrenica. Le commandant Obrenovic a plaidé coupable devant ce tribunal. Le 10e détachement du sabotage de l'état-major général a exécuté plus de 1000 victimes. Le soldat de ce 10e détachement de sabotage, Drazen Erdemovic, a plaidé coupable pour sa participation à ces crimes et viendra témoigner. La majorité du travail accompli et de la supervision de ce travail, de son organisation et de sa mise en œuvre est une tâche qui a été confiée aux officiers de la sécurité qui ont en fait mis en œuvre l'expulsion de la population musulmane de Srebrenica et le meurtre des hommes en âge d'État porter les armes. Et pour diriger et superviser les organes de la sécurité de la VRS, nous avions le général Zdravko Tolimir ainsi que son subordonné direct, le colonel Ljubo Behara. Pour le commandement du corps de la Drina, il y avait le lieutenant-colonel Vujadin Popovic. Pour le commandement de la brigade de Bratunac, le capitaine Momir Nikolic. Et pour le commandement de la brigade de Zvornik, le lieutenant Drago Nikolic et Milorad Terbic. Momir Nikolic a plaidé coupable de tous ces crimes et viendra bientôt déposé en l'espèce. Voici les hommes et les forces qui ont commis ces crimes. En 1995, il n'y avait plus de paramilitaires, il n'y avait plus de groupes civils, il n'y avait plus de forces extérieures, il n'y avait que la VRS et une unité des forces de police conjointes du ministère de l'Intérieur, connues sous le nom des forces du MOUP. Ce sont des crimes qui sont gravés
dans l'histoire terrible de la guerre de Bosnie. Et il faut savoir que ces crimes n'ont jamais fait l'objet, n'ont jamais véritablement été contestés. Nous allons nous intéresser aux éléments de preuve qui permettent d'établir un lien entre le général Mladic, ses hommes et ses crimes. Mladic se trouvait sur le terrain et commandait Potocari, Bratunac, Sandici, ainsi que d'autres lieux où ces crimes ont été commis. À partir du 11 janvier, et ce pendant tout l'après-midi du 14 juillet, Mladic était de service, commandait et contrôlait la VRS tout en s'occupant d'affaires d'État lors de son séjour à Belgrade à partir de la soirée du 14 juillet et ce jusqu'au soir du 16 juillet, moment où il est revenu en Bosnie. Il ne s'agit pas d'une armée qui était complètement hors de contrôle ou qui était contrôlée par quelqu'un d'autre. Il s'agissait seulement une armée strictement contrôlée depuis le haut aurait réussi ainsi à assassiner plus de 7000 personnes en 4 jours. La VRS était une armée de métier, une armée qui avait une chaîne de commandement disciplinée et dynamique. La VRS a exécuté ses ordres de meurtre avec une discipline absolument incroyable, une organisation, une efficacité militaire hors pair, a capturé et a détenu, transporté et inhumé plus de 7000 hommes et garçons. Dans un premier temps, dans le secret le plus total, par rapport au monde extérieur, ce qui constitue un tour de force d'une brutalité impressionnante. Il est important d'indiquer que les survivants des exécutions de Srebrenica ont fourni certains des éléments de preuve les plus précieux à propos de l'organisation, de l'efficacité de l'opération de meurtre. Ils ont tous vécu la même chose. Ils ont été capturés ou se sont rendus en grand nombre. Leurs biens leur ont été confisqués. Ils ont ensuite été détenus dans des véhicules ou à l'intérieur de bâtiments. Ils ont été transportés dans des convois vers des écoles ou des bâtiments municipaux. Dans Bratunac ou Zvornik ou dans leurs environs, ils ont ensuite été transportés dans des véhicules, dans des sites d'exécution essentiellement isolés qui se trouvaient tout près et ont exécuté de façon la plus sommaire par des pelotons d'exécution et enterrés par de lourdes machines de terrassement le jour de leur mort ou 1 ou 2 jours après. Donc lorsque vous entendrez et écouterez les moyens de preuve présentés par ces survivants, il est important de bien comprendre le sort de ces victimes, mais également nous devons en quelque sorte aller ou transcender cette horreur et ces atrocités et nous intéresser au système qui sous-tendait cette efficacité militaire qui émane de leur déposition. Les éléments de preuve qui prouvent que Mladic commandait les soldats qui ont commis ces crimes ne représente qu'une partie des moyens de preuve prouvant la culpabilité de Mladic. Nous allons également prouver que lors de la commission de certains de ces crimes, Mladic lui-même se trouvait sur le terrain et y a personnellement participé. Il faut savoir que les éléments de preuve qui permettent d'établir ces liens viennent essentiellement de 3 sources principales. Les documents, la plupart des ordres criminels pendant cette guerre ont été donnés oralement et qui plus est, la plupart des documents pertinents et importants ont été soit détruits, soit dissimulés. Toutefois, il existe certains documents de la VRS et du MOUP qui sont absolument capitaux que nous avons pu récupérer et qui nous permettront d'exposer ce crime ainsi que le rôle joué par le général Mladic. Vous avez les conversations interceptées, le texte de conversations radio interceptées qui ont été prises par l'armée de la BIH, alors qu'ils écoutaient les conversations de la VRS, vous entendrez ou on vous expliquera le processus utilisé par l'armée de la BIH et je suis sûre que vous trouverez et considérerez ces éléments de preuve fiables et crédibles. Et nous avons également les témoignages, car de nombreux témoins de la VRS qui ont participé à ces crimes ou qui les ont suivis de très près, viendront témoigner dans ce procès et fourniront des moyens de preuve importants qui vont impliquer le général Mladic. Une mise en garde toutefois. Nombreux sont les témoins, parmi les témoins de la VRS, qui ne vont pas relater toute la vérité et qui
parfois, peut-être, présenteront une version qui ne sera pas entièrement véridique. Dans certains cas, le but étant d'éviter de s'incriminer eux-mêmes ou d'incriminer d'autres personnes. Donc, nous vous demanderons d'être très attentifs à ces témoins. Il faudra que leurs droits, conformément aux droits du TPY, leur soit expliqué. Mais lorsque vous évaluerez leurs moyens de preuve, il sera important de voir quels sont les éléments de preuve qui sont corroborés par d'autres éléments de preuve. Lorsque vous procéderez à une évaluation critique de leur déposition. Mais je pense que vous finirez par considérer à quel point ces moyens de preuve sont précieux parce qu'ils vous permettront de comprendre depuis l'intérieur l'opération menée par Mladic. Et dans la plupart des cas, ils vous permettront de démêler les chevaux et de discerner la vérité des mensonges. Il y a 2 crimes atroces qui correspondent aux accusations pour Srebrenica. Le déplacement forcé de la population musulmane le 12 et le 13 juillet, la détresse et les décès qui s'en sont ensuivis, et ainsi que les meurtres et assassinats de milliers de garçons et hommes musulmans de Bosnie, tout cela revenant en fait à l'élimination de la population musulmane de Srebrenica et au génocide. Pour ce qui est du mouvement forcé du 12, ou des déplacements forcés plutôt, des 12 et 13 juillet, cela ne s'est pas passé dans un vide. Il faut savoir il fallait faire beaucoup plus que fournir des bus et des camions pour le transport. Cela incluait notamment resserrer l'étau autour des enclaves en limitant l'approvisionnement des biens de première nécessité, terroriser la population civile par des activités de tireurs embusqués et des bombardements, attaquer la population civile durant l'assaut sur les enclaves et finalement s'assurer que tous les civils soient placés dans des bus et des camions. Pour ce qui est des meurtres de masse, il faut savoir qu'à part égale, nous retrouvons ces différentes actions. La capture des milliers de musulmans qui se sont enfuis de Srebrenica lorsque l'enclave est tombée, le transport des victimes vers les sites de détention, la détention des victimes sur des sites de détention avant l'exécution, le transport des victimes vers les sites d'exécution, l'exécution de ces victimes, et enfin le fait que qu'on se soit débarrassé de ces cadavres ou qu'on ait enterré les victimes. Afin de comprendre Srebrenica et d'identifier le rôle joué par Mladic, je vais vous fournir une chronologie des événements et évoquer rapidement certains des moyens de preuve les plus importants qui impliquent Mladic lui-même. Car il est important de comprendre certains des éléments de contexte historique pour la zone de Srebrenica, qui est connue sous différents noms, la vallée de la Drina, la Podrinje et la région de Birac. Tel que M. Groom vous l'a expliqué, la guerre a véritablement éclaté en Bosnie orientale, dans le nord, à Bijeljina, et s'est propagée vers le sud jusqu'à Zvornik et Bratunac. Cette guerre a été faite et la population a été littéralement terrorisée avec en corollaire les meurtres et l'expulsion de la population musulmane. À la fin de 1992, les forces ou plutôt en novembre 1992, messieurs Karadzic et Mladic ont exposé leur plan criminel pour la Bosnie orientale, à savoir la directive 4. Monsieur Groove vous en a parlé. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je voulais que vous compreniez que le corps de la Drina a adapté la directive 4. Le 24 novembre 1992, le général Jivanovic a envoyé à toutes ses brigades ces mots importants qui servaient de base à leur plan de combat et à leurs opérations. Et je vais maintenant vous présenter le document en question. Alors, pour ce qui est dans les régions pertinentes, lancer une attaque en utilisant le gros des troupes et la majorité de notre matériel pour infliger les pertes les plus élevées possibles à l'ennemi, pour l'épuiser, pour les diviser ou pour les forcer à se rendre et forcer la population locale musulmane à abandonner la zone de Tserska, Jepa, Srebrenica et Goražde. Il s'agit d'un ordre de nettoyage ethnique à Srebrenica, en termes simples. Vous avez ensuite l'attaque
les attaques de la VRS sur la population civile musulmane dans les zones indiquées par cet ordre. Et cela se retrouve dans les rapports des Nations Unies et a été vécu par de nombreux témoins musulmans en l'espèce. Au début du printemps de l'année 93, les musulmans se sont enfuis face à ce massacre et se sont rassemblés dans la zone de Srebrenica, ce qui a créé un désastre et une catastrophe humanitaire importante, dont nous voyons quelques extraits maintenant sur la vidéo. Et nous voyons le général Morillon qui sort de son véhicule pour s'adresser à la foule. Peu de temps après, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 819 qui créait la zone sûre, l'enclave de Srebrenica. Et j'aimerais maintenant que la planche numéro 3 soit affichée. Vous voyez que le Conseil de sécurité condamne et rejette les actions délibérées des Serbes de Bosnie qui souhaitent forcer l'évacuation de la population civile de Srebrenica et des zones avoisinantes à Srebrenica, ce qui s'inscrit dans la campagne odieuse générale de nettoyage ethnique. Fin de la citation. Les Nations Unies ont agi avec les meilleures intentions du monde, mais ont malheureusement créé une bombe à retardement qui avait été déclenchée parce qu'ils ont envoyé trop peu de soldats à Srebrenica pour protéger la population musulmane ou pour désarmer l'armée musulmane, ce qui fait que les Nations Unies n'ont pas été en mesure de protéger la population musulmane et que les enclaves étaient entourées par une armée qui était supérieure à l'armée de Bosnie-Herzégovine, qui toutefois n'a pas désarmé. Pendant le reste de l'année 1993 et l'année 1994, une situation extrêmement instable, une situation qui a fini par devenir insoutenable, a évolué dans l'enclave de Srebrenica avec la VRS qui avait posté ses tireurs embusqués et qui bombardait l'enclave et les forces de la BIH qui se trouvaient à l'intérieur de l'enclave et qui organisaient des opérations à l'extérieur de l'enclave, parfois tout simplement pour chercher des vivres, mais d'autres fois dans le cadre d'une politique menée par l'armée de Bosnie-Herzégovine afin d'attaquer des villages et des positions militaires, et ce pour contraindre la VRS à garder ses soldats autour de l'enclave pour empêcher que des renforts de la VRS ne soient envoyés sur le front de Sarajevo. En 1994, le souhait exprimé par les dirigeants serbes de Bosnie, souhait qui consistait à nettoyer les enclaves des musulmans, ne s'est pas volatilisé. Et ce n'est que grâce à la très faible présence des Nations Unies que la VRS a été tenue à distance. Vous avez dans un premier temps les Canadiens qui ont été suivis par un contingent de l'armée néerlandaise connu sous le nom de bataillon néerlandais. Vous vous souviendrez de l'extrait vidéo que M. Groom vous a montré hier. Nous y voyons le général Mladic qui conduisait avec un de ses sympathisants canadiens dans la zone de Jepa le 15 août 1995. Et dans cette vidéo, voilà ce que Mladic révèle à M. Lesic. Il lui indique pourquoi les enclaves sont encore musulmanes. Alors je ne vais pas vous remontrer cet extrait vidéo, mais je vais vous demander de bien vouloir prendre connaissance des propos de Mladic. Il lui dit « Filme ça sans aucun problème, que nos Serbes voient ce que nous leur avons fait, comment nous nous sommes occupés de ces Turcs. À Podrinje, nous les avons anéantis, les Turcs. Si les Américains, les Anglais, les Ukrainiens et les Canadiens à Srebrenica, et maintenant ce sont les Néerlandais, ne les protégeaient pas, ils auraient disparu de cette zone depuis très très longtemps.
des propos qui ont été tenus le 15 août 1994. En 1994, les intentions de la VRS vis-à-vis de Srebrenica et de JEPA ont été énoncées très clairement dans un rapport officiel destiné à ces troupes, et ce par le commandant de la brigade de Bratunac, peu de temps après que le général Mladic lui a rendu une visite. Et nous voyons donc la partie qui nous intéresse où il est indiqué « Nous devons parvenir à notre objectif final qui est d'avoir une poudrier entièrement serbe. Nous devons continuer à armer, à former, à discipliner et à préparer l'armée de la RS pour qu'elle puisse exécuter cette tâche essentielle, l'expulsion des musulmans de l'enclave de Srebrenica. Il n'y aura pas de retraite lorsque nous arriverons à l'enclave de Srebrenica. Nous devons continuer à avancer. Il faut que la vie de l'ennemi soit rendue absolument insupportable et que leur séjour temporaire dans cette enclave soit impossible pour qu'ils puissent quitter l'enclave en masse aussi rapidement que possible lorsqu'ils se seront rendus compte qu'ils ne peuvent pas survivre là-bas. Une fois de plus, nous voyons cette déclaration délibérée, intentionnelle. Il y est question d'expulser la population musulmane et toute la population musulmane de Srebrenica. Il y a des éléments de phrases et des mots qui ont été répétés quelques 8 mois plus tard par l'état-major général et le président Karadzic et qui figurent maintenant dans la directive 7. Le 8 mars 1995, le président Karadzic a signé la directive numéro 7 qui avait été rédigée par l'état-major général et qui avait été approuvée par Mladic. Tout comme les autres directives, la directive 7 fournissait des instructions à chacun des corps de la VRS en matière d'objectifs militaires pour la période à venir et les différents corps devaient en quelque sorte suivre les instructions données. Alors, pour le corps de la Drina, je voudrais vous montrer 3 instructions importante. Voilà la première. Par des opérations de combat planifiées et bien conçues, il faudra créer une situation insoutenable, une situation d'insécurité totale qui ne présentera aucun espoir de survie ou de vie pour les habitants de Srebrenica et de JEPA. Et là, nous retrouvons quasiment les mêmes mots que ceux qui avaient été prononcés par le commandant de la brigade de Bratunac 8 mois auparavant. Il est évident que l'accent est mis sur le fait que la survie ou la vie doit devenir impossible pour les populations musulmanes de Srebrenica et de JEPA. Et la directive se poursuit et précise et identifie une tactique qui devra être prise en considération pour rendre la vie insoutenable dans les enclaves. Voilà ce qui est dit. Par la délivrance planifiée et discrètement restrictive de permis, réduire et limiter l'appui logistique de la Fort Prenu aux enclaves, ainsi que l'approvisionnement en ressources matérielles à la population musulmane, en les rendant absolument tributaires de notre bonne volonté, tout en parallèlement et évitant la condamnation de la communauté internationale et de l'opinion publique internationale. Voici un plan insidieux qui est mis en place et nous pouvons en constater les résultats pour le bataillon néerlandais et la population civile. C'est Mladic qui assume la responsabilité, qui s'occupe de ce processus et vous verrez ses initiales sur de nombreux documents originaux de convoi par lesquels les vivres sont refusés aux enclaves. Troisièmement, au cas où les forces de la Fort Prenu quittent JEPA et Srebrenica, le commandement du corps de la Drina planifiera une opération intitulée Yadar, dont l'objectif sera de briser et détruire les forces musulmanes dans ces enclaves et de libérer une fois pour toutes la région de la vallée de la Drina. Cela montre et démontre
que, alors que Karadzic et Mladic souhaitaient créer des conditions atroces pour les musulmans dans les enclaves, lorsqu'ils ont rédigé la directive, leur but n'était pas d'assumer le contrôle ou la prise des enclaves du fait de la présence des forces des Nations Unies dans les enclaves. Mais comme vous le constaterez, leurs objectifs vont rapidement se modifier. Le corps de la Drina a considéré de façon absolument littérale cette directive et le 20 mars 1995, le général Jivanovic relaie à ses brigades le libellé exact de la directive 7. Et voilà ce qu'il leur dit. Grâce à des opérations planifiées et bien conçues, il faudra créer une situation insoutenable, une situation d'insécurité totale qui ne laissera aucun espoir de survie ou de vie pour les habitants de Srebrenica et de Jepa. Et bien évidemment, après cette directive 7, le corps de la Drina a commencé à planifier une opération de combat contre l'enclave de Srebrenica. Elle était intitulée Krivaya 95, portait la date du 2 juillet 1995 et avait comme date de départ prévue le 6 juillet. Mais avant que nous ne commencions à nous intéresser à l'attaque contre Srebrenica, j'aimerais vous présenter deux cartes. Deux cartes qui vous permettront de vous familiariser avec les villes importantes de la zone et avec sa topographie. Voici une carte représentant les zones des corps d'armée de la VRS. Vous pouvez voir que la zone du corps de la Drina épouse les contours de la Bosnie, avec la rivière Drina comme frontière entre la Bosnie et la Serbie. Elle est figurée en marron clair, cette zone. Passons à la carte suivante, c'est celle du corps de la Drina, montrant les délimitation des différentes brigades, ainsi que les frontières des enclaves de Srebrenica, Jepa et Goražde. Vous pouvez voir que Srebrenica et Jepa sont proches l'une de l'autre, ce qui est important. Vous relèverez également sur cette carte la ligne noire qui court dans le cadran supérieur gauche et correspond approximativement à la ligne de front qui est située à 50 km à vol d'oiseau du bord de l'enclave de Srebrenica. Et c'est la direction que l'armée musulmane et les hommes musulmans prendront, comme nous le verrons plus tard. Alors, l'attaque contre Srebrenica à présent. L'un des objectifs de Krivaya 95 était d'attaquer les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine pour les couper de l'enclave de Jepa et empêcher les deux enclaves de céder l'une l'autre en les séparant. Des forces bosniennes avaient lancé des attaques contre les Serbes se trouvant à l'extérieur tant de l'enclave de Srebrenica que de celle de Jepa. Par conséquent, cet objectif, celui de mettre un terme à l'activité armée de l'armée musulmane, était un objectif militaire légitime. Cependant, Krivaya 95 avait également un autre objectif qui n'avait rien de légitime. Il consistait à attaquer les civils musulmans et les postes d'observation des Nations Unies, ou OP, afin de pousser la population musulmane à se concentrer dans le petit noyau urbain de l'enclave et de déclencher un désastre humanitaire comparable à celui de 1993. Les postes d'observation des Nations Unies étaient de petits cabanons surélevés, fortifiés au moyen de sacs de sable et dotés d'un petit nombre d'hommes. Ces OP étaient situés sur le périmètre extérieur, le cercle extérieur de la frontière de l'enclave. Je voudrais maintenant passer au plan d'attaque lui-même et montrer comment le général Jivanovic a formulé les objectifs que je viens d'évoquer. Je cite, séparer les enclaves de Jepa et Srebrenica et les réduire à leur zone urbaine, créer les conditions d'une élimination des enclaves. Fin de citation. Séparer les enclaves de Jepa et Srebrenica était un objectif militaire légitime, l'objectif légitime dont j'ai parlé, qui consistait à empêcher les forces bosniennes des deux enclaves de se venir en aide les unes aux autres
et de lancer des attaques vers l'extérieur des enclaves. Cependant, réduire les enclaves à leurs noyaux urbains signifiait attaquer les périmètres de l'enclave, de chacune des enclaves, conquérir du territoire en avançant vers le centre-ville et en comprimer les frontières jusqu'à leur faire épouser celles de la petite agglomération de Srebrenica. Ceci devait conduire près de 40 000 habitants qui vivaient dans l'enclave à s'entasser dans un centre-ville étroit mesurant à peu près 1 km sur 2. Cela devait provoquer un désastre humanitaire en tout point comparable à celui de 1993 et dont nous avons eu un bref aperçu dans un enregistrement vidéo. Par là même, il s'agissait de créer les conditions pour l'élimination de l'enclave, c'est-à-dire les conditions du troisième objectif, mais cela ne signifiait pas prendre le contrôle de l'ensemble de l'enclave. Comme vous vous en souviendrez, prendre l'ensemble de l'enclave n'a été envisagé dans la directive numéro 7 qu'en cas de départ de la Fort-Pronu. Alors je voudrais maintenant passer à une représentation graphique illustrant la façon dont était conçu le développement de la crise. Sur cette carte, vous voyez les frontières de l'enclave en violet, ainsi que les positions approximatives des postes d'observation tout autour de l'enclave. Elles sont désignées par des lettres dans la terminologie militaire. OPF était connu comme étant le poste d'observation Foxtrot pour les forces du bataillon néerlandais. Vous pouvez également remarquer le petit rectangle en couleur claire qui correspond à la zone urbaine réduite de Srebrenica, 1 km sur 2 km, avec un rétrécissement en son milieu. La zone à l'intérieur du tracé en violet présente une largeur d'environ 25 km et c'est là que vivaient des milliers de personnes, très à l'écart du noyau urbain. Avec l'attaque de la VRS et son déploiement dans l'enclave, ces personnes ont été contraintes de se déplacer vers la zone urbaine où se trouvait une petite base du bataillon néerlandais. C'est ce qui était prévu et c'est évidemment ce qui s'est passé. Alors avant d'en arriver là, je voudrais relever encore une chose. Srebrenica se trouve à environ 5 km de Potocari par la route principale et il y a 5 km encore de Potocari à Bratunac. C'est une route importante de Bratunac vers Kravica en passant à côté de Glogova, puis Sandici, Konjevic-Polier, Nova Kasaba et Milici. Les lignes rouges de Jaglici et Chouchniari, à partir d'où les hommes musulmans sont partis, nous emmèneront vers une autre partie de mon exposé. Avant d'en arriver là, je voudrais vous présenter la carte réelle de la VRS élaborée en même temps que le plan d'attaque écrit. Cette carte montre l'approbation du plan par Mladic en personne. Nous pouvons le voir à sa signature dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez voir sur cette diapositive les limites de l'enclave tracées à la main en lignes bleues et rouges. Les lignes, ou plutôt le tracé bleu, représente les lignes de l'armée de Bosnie-Herzégovine et le tracé rouge, celle de la VRS. Non seulement Mladic a autorisé lui-même cette opération, il a également annoté la carte et a signé l'aboutissement de la prise de contrôle du 10 juillet en apposant sa signature et en traçant sommairement une croix en travers de l'enclave. Et en ajoutant également la mention manuscrite « Ceci était serbe et maintenant c'est serbe ». Alors vous vous rappellerez les mots de M. Groom sur ce sujet. Concernant l'attaque, elle a commencé le 6 juillet 1995. Le 7 juillet, un rapport d'observateurs militaires des Nations Unies relève que l'offensive de la VRS, je cite, semble s'intensifier continuellement et se concentrer davantage sur des cibles civiles dans la ville de Srebrenica et à Potocari. Et il y a plusieurs victimes civiles. Fin de citation. Et ceci devait se poursuivre à partir du 7 juillet. Du 7 juillet au 9 juillet,
la VRS a pris le contrôle de postes d'observation clés du bataillon néerlandais et pris en otage plusieurs soldats néerlandais à Bratunac. La VRS a continué à repousser et à défaire les forces bosniennes dont le leader, Nasser Oric, avait été transféré hors de l'enclave des semaines auparavant, conjointement avec un certain nombre de commandants importants. Au soir du 9 juillet, la VRS était en position de prendre le contrôle de la ville de Srebrenica. En effet, il n'y avait pas eu de bombardement de l'OTAN et le bataillon néerlandais était totalement dépassé par la supériorité numérique de la VRS et dans la capacité de l'arrêter. Au soir du 9 juillet, donc, le plan a subi une modification. La VRS est passée de la création de conditions pour l'élimination de l'enclave à l'investissement du cœur de l'enclave elle-même, lui-même, et à sa prise. Ceci peut être retrouvé dans une communication adressée par le général Tolimir au général Krstić qui commandait l'attaque. Je cite, « Le président de la République est satisfait des résultats des opérations de combat autour de Srebrenica et a donné son accord à la poursuite des opérations aux fins de la prise de Srebrenica, du désarmement des terroristes, des bandes de terroristes musulmans et de la démilitarisation complète de l'enclave de Srebrenica. » Fin de citation. Cette référence au fait que le président a donné son accord à la poursuite des opérations aux fins de la prise de Srebrenica signifie que Mladic avait proposé à son commandant suprême une poursuite de l'attaque et que Karadzic a donné son accord et a autorisé l'action proposée. C'est ainsi que fonctionne la chaîne de commandement au sein de la VRS. Mladic était pleinement conscient du succès de la VRS à Srebrenica, comme nous pouvons le voir dans l'ordre suivant émis par lui le 10 juillet. Je cite, « Suite à la situation nouvellement survenue autour de l'enclave de Srebrenica et au succès de la VRS sur cette partie du front, la séparation des enclaves et la réduction de la zone entourant Srebrenica, et afin de verrouiller l'enclave de Jepa et d'améliorer la position technique de nos forces autour de l'enclave, le commandement du corps de la Drina planifiera et lancera une offensive autour de l'enclave de Jepa. Fin de citation. Donc, à ce moment, Mladic est pleinement conscient des objectifs pratiquement accomplis de l'opération Krivaya 95. Et il donne l'ordre de planifier une attaque de Jepa. Je passe maintenant à la chute de l'enclave. Au matin du 11 juillet, le bataillon néerlandais s'était replié, les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine s'étaient effondrées et la plupart des hommes valides de Srebrenica étaient partis en direction du nord-ouest de l'enclave vers les villages de Jaglici et Chouchnari dans une tentative de se soustraire à la furie de la VRS. Nombre des résidents de Srebrenica avaient encore un souvenir vivace de ce qu'il était advenu de leurs familles et de leurs voisins en 1992 et 1993 dans des localités telles que Bratunac, ainsi que cela a été décrit précédemment par M. Groom. Ils craignaient à bon droit pour leur vie. Les femmes, les enfants, les hommes âgés, ainsi qu'un certain nombre d'hommes valides ont rassemblé quelques effets personnels et se sont frayés un chemin d'une façon ou d'une autre pour parvenir jusqu'aux bases des Nations Unies. L'une d'entre elles se trouvait à Srebrenica et était connue sous le nom de Compagnie Bravo, et il y avait également la base principale des Nations Unies à Potocari qui se trouvait à 5 km au nord de Srebrenica. Je voudrais vous présenter une brève séquence vidéo montrant à quoi ressemblait le centre même de Srebrenica à la base de la Compagnie Bravo le 11 juillet, à mesure que la VRS s'approchait de la ville par le sud.
These images are remarkable. Ces images présentent une similarité remarquable avec celle de la vidéo de Srebrenica en 1993 que nous avons déjà visionnée. La même chose est en train de se passer. Si vous étudiez ces vidéos, vous verrez que le sentiment de terreur est tout à fait palpable. Très peu nombreux étaient ceux qui étaient restés dans la ville de Srebrenica. La plupart des habitants ont parcouru à pied les 5 kilomètres jusqu'à la base de Potocari. Et certains d'entre eux, comme vous avez pu le voir, ont été en mesure de monter à bord de véhicules de l'ONU. Ce jour-là, le 11 juillet, des appareils de l'OTAN ont fini par arriver et ont largué quelques bombes à proximité des soldats de la VRS en train d'avancer, produisant très peu d'effets. En effet, à ce moment-là, il était trop tard. La VRS était arrivée si près de la ville et de ce qui restait des effectifs des Nations Unies que tout bombardement important était impossible. De plus, la VRS avait pris en otage plusieurs soldats du bataillon néerlandais et menaçait de les tuer si l'OTAN procédait à davantage de frappes aériennes. Dans l'après-midi du 11 juillet, Mladic et ses forces ont donc pénétré dans la ville de Srebrenica. Ils l'ont trouvée pratiquement vide. Les femmes, les enfants et les personnes âgées s'étaient rendus à Potocari, alors que les hommes en état de porter les armes étaient partis à travers bois pour gagner le secteur de Jaglici, pour s'y rassembler et entamer une marche de 50 km en direction de Tuzla. Mladic lui-même est entré dans la ville accompagné du général Jivanovic, surnommé Gilet, et du général Krstić, surnommé Curley. Ceci a été enregistré. Et dans le cadre de ces propos liminaires, j'ai sélectionné de brefs extraits de cet enregistrement vidéo qui vous sera présenté dans son intégralité pendant le procès. Jesi naš još napred? Još napred, dobro. Čiste glave, uzeti. Možete pomoći s autobusom. Dobro, znam ja da može nek ide on za mnom polako. Ajde Žile, Krstiću. Ajde Krle. Snimimo na u zastavu. Baš tu zastavu dole da se ne vjori, po vodi je dole. Ovamo neke kamera vidi. Tako. Ajde, idemo dalje. Pravac, brat. Idemo dalje. Ajde, momci. Pravac, bratunac, vojsko, čujete što govori? Ajmo. Reći. Pravac, Potočari, hajde. U zahvatu puta sigla. Idemo bratunac, šef, idemo bratunac. Ajde, pravac, bratunac, ajde, nema, tu su pobegli, čovječe. Bili smo mi na ovim lise. 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Mladic's comment. Le commentaire de Mladic, lorsqu'il parle de rébellion contre les Dahiyeh, est probablement une référence à la révolte des Serbes de 1804 contre les mercenaires turcs, à savoir les janissaires connus sous le nom de Dahiyeh. Au cours des 5 jours suivants, et après cette inquiétante remarque, les soldats de Mladic ont capturé et systématiquement assassiné des milliers d'hommes et de garçons de Srebrenica. Au soir du 11 juillet, environ 15 000 hommes valides, accompagnés de quelques femmes et enfants, se sont donc mis en route à travers bois, traversant la frontière septentrionale de l'enclave pour essayer de gagner le secteur de Tuzla. Environ 25 000 femmes, enfants et personnes âgées sont allés à Potocari tentant de se mettre à l'abri à la base des Nations Unies qui s'y trouvait. Tout d'abord, je souhaiterais parler des événements à Potocari et Bratunac qui se sont déroulés au cours des 2 jours suivants. Au soir du 11 juillet, les femmes, les enfants et les personnes âgées, y compris parmi eux au moins 1 millier d'hommes valides, sont parvenus jusqu'à Potocari dans l'espoir
d'être en sécurité à la base du bataillon néerlandais qui s'y trouvait. Ce jour-là, les forces du bataillon néerlandais contrôlaient toujours le secteur de Potocari, alors que la VRS était en train d'attendre jusqu'au matin du 12 pour pénétrer dans Potocari. Le soir du 11, il s'est tenu 2 réunions à l'hôtel Fontana de Bratunac. La première à 8 heures du soir entre Mladic et le commandant des forces néerlandaises, le colonel Karamans, et la seconde réunissant Mladic, Karamans et un musulman, un représentant musulman que les soldats néerlandais avaient choisi dans la foule sur instruction de Mladic. Mladic a dominé chacune des 2 réunions. Il n'y a eu aucune négociation, aucun échange. Mladic contrôlait tout. Je voudrais vous présenter un bref extrait d'enregistrement vidéo de la première réunion pour vous donner un aperçu de la façon de faire de Mladic et du contrôle qu'il exerçait. Vous verrez Mladic s'adresser directement au colonel Kamermans qui fait face à la caméra. So you gave an order that your soldiers shoot my soldiers and that NATO aviation air force bomb my troops and my positions. No, not again. That's not decided by me. Not asking for. That's something what they offer. They make decisions on what I put on information from the bottom to, let's say, even to United Nations in New York. Još jednom, ta odluka nije donesena. Tu odluku nisam donio ja, nego na osnovu informacije koje sam nam dao, tu odluku donio Rješenje Spolnih. Nemojte vi meni da fantazirate, gospodine Potkončić, odgovorite na moje pitanje. Jeste vi naredili da vaša vojska puca po moje vojsci? Allow me to do the fantasy here, Colonel, and just simply tell me, did you give an order that your soldiers shoot at my soldiers? I gave the order to defend themselves. Dao sam naređenje da se brane. That's Od koga su se branili kad ih niko nije napadao? Who were they defending from when nobody was attacking them? I've been attacked by mortars and by tanks. Bio sam napadan. Vi ste, gospodine Potkonče, bili dužni da u skladu sa sporazumom od aprila i maja 1993. godine razoružate muslimane u Srebrenici. You were due, according to the contracts, to disarm Muslims into Srebrenica. A vi ste i naoružavali, But s njima švercovali i pripremali za borbu protiv Srba. gave weapons to them, smuggled with them, and prepared them for fighting against I još ste izdali danas naređenje vašim trupama da tuku po mojim vojnicima. Plus you gave the order today to your troops to shoot at my troops. Da čujem šta želite. After the yelling stopped, Après avoir cessé de crier, Mladic a continué à invectiver les officiers du bataillon néerlandais. Le président, Monsieur Mladic, dois-je comprendre que vous apprécieriez une courte pause? J'ai vu que vous nous faisiez signe. Oui. Dans ce cas, nous allons ménager une courte pause de 5 minutes et poursuivre à 10 heures. All rise, free full away.